Bonjour à tous et à toutes, je suis désolée de ne pas pouvoir vous voir. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de cette conférence pour votre invitation et pour l'organisation que je sais représenter énormément de travail. Je suis ravie de partager ce panel avec Stéphane et Gauthier, et merci particulièrement à Gauthier de nous avoir remonté le moral, pas dans un premier. Je voulais aussi vous remercier d'avoir accepté que je participe avec ce qui se rapproche le plus d'un téléporteur, même si je voudrais aussi reconnaître que ça n'est pas la panacée non plus, même si ça évite de dépenser des énergies fossiles. Donc je vais essayer de rester sur les 20 minutes qui me sont imparties, mais sous prétexte que je travaille sur la temporalité ne veut pas dire que je peux rester toujours dans les temps. Donc faites-moi signe peut-être par message Skype si je dépasse. Donc mon titre a un peu changé, j'ai un sous-titre maintenant, le titre c'est Par-delà l'espoir et le désespoir, et le sous-titre Pour une écologie agonistique, solidaire et anti-utopique. Je rejoins beaucoup de thématiques de mes collègues qui ont déjà été abordées. C'est d'ailleurs assez difficile de passer en dernier parce que j'ai plus envie de discuter avec les collègues que de présenter mes idées, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, la condition humaine, trop humaine, contemporaine, ainsi que dans une certaine mesure la condition actuelle du non-humain et du planétaire, est régulièrement caractérisée par la notion de crise. Dans ce contexte, nombreux sont les textes et discours, qu'il s'agisse d'écrits, de fiction ou non, d'œuvres d'art, de performances, de discours militants, de manifestes, de pamphlets, etc., qui ouvrent leur argumentaire sur une énumération des destructions écologiques et économiques en cours ou à venir. De fait, l'argumentaire du présent colloque, qui a été lu en début de séance, n'échappe pas à cette tendance. Une telle ouverture énumérative sert alors rhétoriquement la fonction d'exprimer dramatiquement un tragique diagnostic d'urgence. Mais ce diagnostic de dite crise écologique, depuis ce diagnostic de crise écologique et depuis ce constat d'urgence, nous sommes alors enjoints de nous poser autant de questions programmatiques. Il n'y a là rien d'entièrement nouveau ni spécifique à la condition écologique actuelle. Auparavant, c'était déjà au niveau de l'exploitation économique que les cris d'alarme sonnant la crise et l'urgence fondaient autant d'appels au programme. Ainsi, les gauches, surtout des plus orthodoxes marxistes aux plus révolutionnaires et libertaires gauchistes, en passant par toutes sortes de précurseurs de l'écologie politique, notamment Hans Jonas, ont souvent exprimé ce cri programmatique de la mobilisation sous la forme d'un « que faire ». Paradoxalement, peut-être, ce cri de ralliement urgent, tout en se voulant inviter la mobilisation, le mouvement, l'imagination, l'action, exprime en outre un désespoir devant l'inaction. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose d'unique dans la condition écologique. Peut-être que les que faire précédents étaient plus mobilisateurs et que les que faire actuels sont plus paralysants. Puisque du moins, ils expriment parfois la perception, en tout cas, d'une insuffisance d'action devant la tâche incommensurable, devant l'urgence et devant la dite crise. Le classique et programmatique que faire exprimerait même souvent donc une paralysie. On se demande que faire parce que justement on est désemparé. On nous explique donc qu'il y a urgence, on nous explique que l'inaction, je cite l'argumentaire du colloque, domine désespérément les masses ô combien apathiques. J'exagère, l'argumentaire du colloque. Et enfin, on nous interpelle, on nous enjoint à l'action. Notons par exemple les termes provocateurs, encore une fois, de notre argumentaire aujourd'hui. Je cite « Tous les voyants sont au rouge et rien ou si peu n'est fait ». Fin de citation. Par ailleurs, le diagnostic et le rythme rhétorique exprimé par l'énumération qui ouvre donc le discours en nommant toutes sortes de catastrophes pour mettre en scène l'urgence et offrir l'une de ces prémices d'une lamentation sur l'inaction couplée à une injonction à l'action, prennent souvent des atours moraux. On nous dit lamentablement que rien n'est fait face à l'immense nécessité du grand que faire. Quand bien même les termes de la culpabilité ou simplement de responsabilité ne seraient pas directement explicitement évoqués, c'est bien leur pesanteur qui perce souvent en filigrane. Le poids du terme « rien » dans cette exclamation désespérée et désespérante « rien n'est fait » est en effet fort lourd lorsque l'on constate l'imminence de l'extinction de tant d'espèces, y compris sans doute à terme la nôtre propre, et ce en grande partie peut-être à cause même de cette dernière. Certes, nous savions depuis toujours, au fond, que les humains et les humaines ne seraient pas plus éternels au sein de l'histoire terrestre qu'aucune autre espèce.
Tout individu vivant, par le fait même d'être vivant, se doit nécessairement de mourir, la mort étant à la fois caractéristique intrinsèque de la vie et l'une de ses conditions d'existence. De même, chaque espèce a son histoire qui connaîtra inéluctablement une fin, un mode d'extinction. Il semblerait que la durée de notre espèce, si tant est qu'on puisse encore parler ainsi en termes si universalisants, la durée donc de notre espèce nous placerait parmi les espèces relativement éphémères, bien que certains humains veuillent s'imaginer que nous ayons été de grands transformateurs sur ce court temps imparti, au point de mériter, comble d'anthropocentrisme et bien triste honneur, la description de notre influence destructrice à travers une période géologique éponyme. Nous serions donc les auteurs et autrices du tragiquement fameux Anthropocène. Nous savions en effet toujours déjà, au fond, et souvent sans vouloir ni avoir besoin d'en être conscient ou consciente de nous y attarder, que la danse de la vie n'allait pas nous entraîner avec elle ou en son sein pour toujours. Mais commencer de savoir plus précisément de quoi nous pourrions probablement nous éteindre est tout autre chose. C'est bien cette suspicion qui teinte la condition actuelle humaine, trop humaine, mais aussi plus qu'humaine, au sens où cette condition nous dépasse et au sens où les conséquences des actions d'un relativement petit nombre d'humains et d'humaines, surtout d'humains, dépassent, ou en tout cas surtout d'une certaine masculinité, dépassent leur propre sphère pour s'étendre à une bonne partie de la biosphère. C'est d'apercevoir la fin, plus pathétique encore que tragique, puisqu'elle a le tort de parfois nous sembler évitable, et en tout cas clairement lamentablement causée par nous, ce nous universaliste, cachant autant d'histoires capitalistes, qui remplit d'une certaine tentation nihiliste même les plus optimistes humains et humaines. Non, pas encore, pas si vite, pas comme ça, va-t-on alors protester. Le rien n'est fait devient alors une de ces phrases pesantes prétendant résumer désespérément la situation, non seulement en termes d'action, et lorsque celle-ci est rapportée à l'incommensurabilité de notre tâche, mais encore en termes de sens à donner à ce qui aura été notre histoire humaine lorsqu'elle sera, ou plutôt ne sera pas, considérée rétrospectivement depuis la fin de nos temps, du point de vue temporel spéculatif de l'après-extinction, d'où il serait tentant, bien que vain, de considérer notre présent. Par ailleurs, le rien n'est fait place la voix qui le prononce, au moins en partie, hors de la capacité d'agir tant désirée, la forme passive distanciant l'énonciateur et tournant la phrase en demande, requête d'action de la part d'un autre, A majuscule, qu'on croirait ou voudrait croire plus capable. Je voudrais essayer, dans ce qui suit, d'objecter quelque peu au terme d'un tel discours. Cet essai ne saurait cependant trop nourrir d'illusions sur ma propre capacité à échapper ou dépasser totalement le dit discours, sans parler de lui proposer une alternative définitive, cohérente, ou bien encore moins certaine de son effectivité. Je souhaiterais plutôt que les objections soulevées ici puissent agir comme une invitation à commencer peut-être d'imaginer dépasser ensemble le désespoir, la tentation de déclarer que rien n'est fait, et même peut-être la grandiloquente question programmatico-paralysante du « que faire ». Ici, l'imagination ne peut, il me semble, qu'être déployée collectivement, et la tâche de la philosophie politique est très certainement plus à la problématisation qu'à la programmation d'alternatives, surtout si celles-ci doivent être, et cela me semble aussi inévitable et nécessaire que désirable, démocratiques. Surtout si on pratique un certain biomimétisme et qu'on imite les arbres qui sont éminemment décentralisés. Cela ne dispense évidemment pas à la pensée politique de l'obligation éthique de s'efforcer d'une contribution positive, même modeste, et donc un investissement dans l'imagination, mais néanmoins il nous faut bien, il me semble, prendre le temps de tout d'abord perpétuer la perplexité, pour reprendre la formule d'Isabelle Singer, philosophe des sciences. Nourrir une certaine perplexité, donc, y compris devant toute idée de programme, même de ces programmes posant sous de beaux atours, si joliment appelés utopies. Non qu'une certaine radicalité ne soit absolument nécessaire, inévitable et indispensable. Mais justement, il me semble que l'utopie engage un risque d'autoritarisme et peut-être paradoxalement de restriction sur le rêve et sur sa radicalité. Dès lors qu'un programme émerge, le risque est qu'il fasse loi. Dès lors qu'il prendrait la forme lisse et parfaite, sociétale et générale d'une utopie, le risque est d'arrêter le rêve, de confondre l'utopie et la radicalité nécessaire. Car enfin, c'est de cela que nous avons tant besoin, de propositions, de changements, d'expérimentations déjà en cours, et je pense que le travail de Gauthier Chapelle sur l'entraide illustre très bien ça,
donc d'expérimentation déjà en cours radicalement en faux avec les pratiques utopiques du capitalisme, du progrès technique, de l'industrialisme, du consumérisme, qui s'imaginerait capable d'expansion et croissance infinie dans un monde fini, sur une planète finie, aux ressources finies. L'utopie, l'insurrection nécessaire, et faire dépendre nos imaginations de cette forme est erronée sur 3 plans au moins. Au plan ontologique, une telle qualification est tout simplement fausse. Il est faux de croire que rompre avec le capitalisme est de l'ordre de l'utopie. Il s'agit en fait d'une nécessité absolue qui se réalisera dans la barbarie ou dans le socialisme ou sous la forme de poches de socialisme au sein d'océans de barbarie ou encore vice-versa. Au plan rhétorique et stratégique, le terme d'utopie nous fait faire fausse route, ouvrant la possibilité, le risque de rejeter irresponsablement la nécessaire radicalité comme irréaliste, idéaliste, déconnecté du réel. Réel tenu en retour comme le monopole de l'hégémon, à savoir le monopole du capitalisme. Il nous faut donc retourner les accusations. C'est bien l'industrialisme, le consumérisme, le productivisme qui sont autant d'irresponsables utopies. Nous devons proposer quelque chose de plus radical, à mon sens. La nécessaire, mais non autoritaire, l'inévitable, la concrète réorganisation, transformation, révolution complète de nos modes et le renversement des États. Rien de moins. Je voudrais donc poser l'objection suivante. Quelles actions et inactions sont-elles rendues invisibles, réduites au silence, lorsque les diagnostics urgentistes et leurs injonctions programmatiques sont émises, par exemple sous la forme de la lamentation désespérée et désespérante, tous les voyants sont au rouge et rien aussi peu n'est fait. Clairement, le fait même de s'engager dans ce geste rhétorique est lui-même un démenti du contenu de cette petite phrase et de son pesant désespoir. En la formulant, quelque chose est fait, de fait. Il s'agit d'un speech act, il s'agit d'un acte de langage. Et le danger serait peut-être que ce quelque chose consiste en une prophétie autoréalisatrice. C'est exactement ce dont il s'agit dans un speech act, dans un acte de langage. Une prophétie autoréalisatrice. À tant crier que rien n'est fait, on risque de passer à côté sous silence, aveuglément de ce qui est en train d'être fait. Est-il possible de dépasser le désespoir, mais aussi l'espoir, le pessimisme de certains éco-catastrophismes, pas tous, pas forcément ceux de Gauthier-Chapelle par exemple, si je puis me permettre de les qualifier ainsi. Donc certains éco-catastrophismes, de dépasser ce pessimisme-là, puis de dépasser aussi l'optimisme du progrès industriel, soi-disant infini, de dépasser en d'autres termes une certaine morale pas si écologiste, pesante et même paralysante, dont la structure temporelle me semble mimer, faire écho à la morale hégémonique tout aussi linéaire avant de voir progrès industrialiste, ce que j'ai appelé ailleurs l'Uchronie. Quelle nouvelle éthique, pour quelle affirmation de quel mode de vie alternatif déjà en cours ou émergent deviendrait-elle visible si l'on s'efforçait de transformer l'éternel soupir « que faire ?» en une question exclamation-affirmation telle que la suivante. Qu'est-ce qui est déjà en cours aux marges et offre déjà, pratique déjà d'autres mondes possibles et en émergence? Je crois que l'insistance sur l'entraide nous dirige dans quelque chose qui répond un peu à cette question. Autre question du même type, quelles actions, petites ou grandes, locales ou translocales, mondiales mais non mondialisées, économiques et écologiques, mais peut-être non capitalistes, non industrialistes, sont déjà menées, y compris par moi et par nous, un nous de ralliement, de mobilisation et de solidarité plutôt qu'un nous universaliste, comme le nous par exemple de l'anthropocène ou de la globalisation. Donc au pessimisme paralysé et paralysant doivent s'opposer un optimisme naïf. Loin de moi l'idée d'avancer qu'une forme d'idéalisme qui imaginerait les batailles décroissantes et éco-libertaires, puisque mettons désormais carte sur table, ce sont ces alternatives post-capitalistes que j'ai ici en tête, comme autant de batailles d'ores et déjà gagnées. Mais il me semble que si la bataille est loin d'être gagnée, c'est bien plus à cause des répressions violentes libéralisme autoritaire ou des néofascismes destructeurs d'un Trump ou d'un Bolsonaro, tous trois nihilistes au plan écologiste, qu'à cause d'une supposée inaction ou d'une apathie ou d'un rien n'est fait. Rien n'est fait peut-être de ce qui devrait. Autre citation provenant de l'argumentaire de ce colloque, je cite, « L'inaction règne face à l'urgence de l'action ». Fin de citation. Peut-être pour certains et sous certaines perspectives discursives et matérielles. Mais donc comment changeons-nous ce discours et cette matérialité ? Je crains, pour parler clairement, que les soupirs désespérés exclamant une supposée inaction
aussi tentants qu'ils soient, et ils le sont, ne nous aveugle face à un tout autre diagnostic, celui d'une très profonde, très vaste, très active mobilisation en cours, radicalement conflictuelle. À savoir, et bien sûr, en simplifiant énormément, d'une part, la montée des autoritarismes en tout genre, qu'ils posent derrière des bannières néolibérales d'affichage sur le mode greenwashing, avec des slogans macronistes tels que Make the planet great again, and green again, ou le même genre d'affichage d'un Trudeau au Canada, ou qu'il s'agisse des néofascismes explicitement éco-nihilistes d'un Trump ou d'un Bolsonaro. Ces autoritarismes sont actuellement en passe d'une tentative d'éradication des plus violentes de tout un tas d'actions donc, et de mobilisations, qu'il s'agisse de vastes mouvements migratoires donc, dus au bouleversement économique en cours, de tentatives de vivre ensemble décroissant inventées et menées depuis les tout débuts du mouvement écologiste contemporain dans les fameuses zones à défendre qui prolifèrent un peu partout contre de grands projets industrialistes. Ces autoritarismes qui contemplent de plus en plus des soi-disant solutions à la grande époque au qualificatif anthropocentré d'anthropocène, tels que par exemple la géo-ingénierie, sont-ils vraiment des symptômes d'une apathie? Devrait-on dire que rien n'est fait lorsque les gouvernements du monde minoritaire comme du monde majoritaire tuent chaque jour des militants écologistes? Devrait-on aussi dire que rien n'est fait, eu égard aux féminismes écologistes qui ont depuis des décennies problématisé la notion même d'humain en tant qu'universaliste et triomphaliste, tant au plan du genre qu'au plan de sa soi-disant opposition à la nature. On doit aussi, à mon avis, se demander, avant de s'exclamer que rien n'est fait, quid des mobilisations indigènes décoloniales comme celle des Sioux du Dakota du Nord, la construction d'un pipeline, ou des populations indigènes en Amazonie qui résistent à Bolsonaro, des autochtones hawaïens qui actuellement protestent contre l'érection d'un télescope au sommet sacré de Mauna Kea, etc., etc. De nombreux modes de vie et d'action anti-, non- et post-capitalistes, notamment parmi les populations indigènes ayant résisté aux industrialismes et aux colonialismes occidentaux, souvent depuis leur premier balbutiement, démentent la lamentation, ou du moins en change radicalement la forme. Lorsque l'on affirme que tous les voyants sont au rouge et que rien n'est fait, un acte de langage clair est effectué, celui qui consiste à insérer une métaphore de pilotage dans la situation diagnostiquée est effectivement catastrophique, celui qui consiste à crier, regretter qu'on ne soit pas suffisamment bien gouverné et à appeler de nos voeux un programme systématique venu d'en haut qui seul qualifierait au statut d'action. On nous parle par exemple en termes réformistes de nos jours de New Deal verte où les États prépareraient l'adaptation au dérèglement climatique comme s'il était futur, comme si les États n'avaient pas suffisamment saccagé la planète en direction de l'inhabitable et comme si le dérèglement climatique n'était pas d'ores et déjà une réalité, surtout pour certains et certaines plutôt que pour d'autres. Mais ce faisant, qu'advient-il d'élan consistant à s'autogouverner, à court-circuiter non pas l'inaction désespérante de nos soi-disant responsables, mais leurs actions désespérément violentes? Comment plutôt prendre acte du fait que responsables ils ne le sont pas et que tant qu'on les laissera nous gouverner, on continuera vers plus encore de barbarie? De fait, c'est déjà le cas et les preuves abondent à chaque fois que l'on prend connaissance de nouveaux migrants et migrantes, qu'elles soient climatiques ou pas, tués dans leur périple, de nouvelles répressions violentes de tentatives de solidarité, de nouveaux bulldozers laminant des cabanes érigées de briques et de broc, des décroissants dans les zones à défendre, etc. Et je finis. En somme, plutôt que d'imaginer des uchronies au sens premier du terme, c'est-à-dire au lieu d'imaginer refaire l'histoire, ce que nous invitait l'argumentaire du colloque, et au lieu de poser la grande question programmatique « que faire ?» à travers des fictions spéculatives futures, je propose de nous demander quelles histoires nous sommes déjà en train de vivre et d'écrire, quels conflits et quelles alternatives. Il me semble que l'espoir comme le désespoir, le pessimisme comme l'optimisme sont trop attachés à un prétendu savoir et à un affect dominant, les uns négatifs, les autres positifs, eu égard au futur, en dépit du fait incontournable que le futur est par définition ouvert. Ces attachements distraient le pessimiste désespéré comme l'optimiste espérant de la possibilité que cette ouverture future offre dans le présent et de la nécessité d'écrire notre histoire solidaire et agonistique en dépit des utopies consuméristes et destructrices. Nous aurions tort, à mon sens, de nous demander quelles nouvelles utopies pourraient nous sauver de la crise. Soyons plus ambitieux et ambitieuses, au-delà de l'utopie.
Beaucoup est déjà fait par beaucoup d'entre nous. Il est grand temps qu'enfin les États multinationales capitalistes nous laissent faire, au lieu de continuer de protéger violemment leur soi-disant laisser-faire, capitaliste utopique et destructeur, qui s'acharne à promettre violemment une irresponsable et impossible abondance infinie, accompagnée d'un individualisme indésirable, et ce au détriment de nos imaginations imaginatives et de l'entraide. Ces actions déjà en cours doivent se revendiquer non de l'utopie, mais comme pragmatiques et radicales, dépassant largement toute spéculation abstraite, censée répondre et nous adapter aux catastrophes déjà en cours et très concrètes. Je termine juste par la remarque suivante. Nous ne sommes pas en crise. Une crise suggère un retour ultérieur possible à un état antérieur désirable, un possible caractère cyclique ou du moins rémédiable, une remise en question partielle et non totale ou fatale. La condition humaine trop humaine est jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement, car enfin le trop humain et le plus qu'humain n'est pas, l'humain pardon n'est pas la planète entière. La condition plus qu'humaine est bien au-delà de la crise. Il s'agit en effet d'une catastrophe irrémédiable, d'un effondrement en cours, du moins pour les humains et les humaines, ainsi que pour un certain nombre d'espèces qui vivent avec nous en symbiose ou en plus ou moins grande codépendance et solidarité. Mais donc pas toute la biosphère, et cette nuance est importante pour mettre des limites à l'hubris ambiante. À nous donc de continuer de lutter pour passer cette condition et la transformer en occasion, au-delà de l'espoir et du désespoir, au-delà de l'optimisme et du pessimisme, au-delà de l'utopie. Et peut-être, qui sait, vers la joyeuse provocation et la révolutionnaire solidarité, peut-être en partie biomimétique et mutualiste, bien que, nonobstant les inspirations biomimétiques dont nous parle Gauthier Chapelle, il y a quand même beaucoup de choses dans la nature que je ne voudrais pas imiter. Merci.